nouvelle fait immédiatement la une des journaux, il se répand dans le monde entier. Comme tous les ans, nous allons commencer ces causeries par une évocation de l'œuvre de Simenon, puisque elles sont placées sous l'égide du Festival Simenon. Et comme tous les ans, c'est Michel Carli qui va faire la transition en quelque sorte. Alors Michel Carli, vous le connaissez, mais enfin bon, je le présente en deux mots. Il est universitaire, il est spécialiste de Simenon, il est consultant collection Omnibus qui publie les œuvres de Simenon. Il a écrit de nombreux livres sur le sujet, et notamment Simenon, les années secrètes, si ma mémoire est bonne, c'est le titre exact, qui raconte la période de Simenon en Vendée. Et il va nous parler du thème de la corruption dans l'œuvre de Simenon. La corruption politique, à première vue, on ne peut pas dire que cela semble être un thème récurrent dans l'œuvre de Simenon. J'ai bien dit à première vue. La politique, le jeu politique et les corruptions politiques, Simenon les découvre très tôt, très jeune. Dès le moment où il entre à 16 ans, à Liège, dans les bureaux de la Gazette de Liège. Et à ce moment-là, dit-il, il va regarder à la fois sa ville natale, Liège, puis son pays natal, le reste du monde politique. Il va le regarder, il emploie une très belle expression, de la coulisse. Mais finalement, Simenon, le jeune Simenon, va continuer à le faire jusqu'au grand romancier que fut Simenon. Il continuera à regarder la vie des hommes de la coulisse. Alors voici ce qu'il dit justement à propos de ce premier regard qu'il a sur le monde politique communal, dit-on en Belgique, municipal pour nos amis français. J'avais l'impression de connaître, grâce à mon métier, donc de petit journaliste, les dessous de cette ville dont je parcourais les coins et les recoins, sans compter les petits secrets que je découvrais à la Gazette de Liège sur l'organisation des partis politiques, la personnalité de ceux qui les aidaient financièrement, nous y sommes déjà, la préparation des élections, etc. De la coulisse, j'aime bien son expression, je voyais les acteurs de la ville, sinon du pays entier. Il emploie le mot acteur aussi, intéressant. Quand ils n'avaient pas encore revêtu leur visage officiel et qu'ils s'y préparaient. J'ai ainsi connu un grand nombre de magouilles, etc., etc. Choqué, le jeune Sim. Indigné? Pas du tout. Pas du tout. Au contraire, il le dit, j'étais curieux, il le sera toujours, et j'étais même amusé. Il est en coulisses, déjà. En coulisses, il le sera quand, monté à Paris, en 1922, en décembre 22, il va participer, un peu plus tard, au fameux dîner d'Eugène Merle. Alors, c'est qui Eugène Merle? Bien, c'est un monsieur qui se croit, à l'époque, dans les années 20, l'empereur de la presse parisienne. C'est un aventurier, c'est un anarchiste, un libertaire, c'est un cynique aussi, c'est un baratineur, c'est un maître chanteur. Mais cet homme de 43 ans, dit-on dans le Paris de l'époque, fréquente les gangsters comme les ministres. Alors, Simenon lui voue une admiration sans borne. Vous allez voir pourquoi. Et Merle, il faut le dire, dirige 4 publications. Le Merle Blanc, qui est un feuillet assez satirique. Froufrou, pour lequel Simenon écrit quantité et quantité de contes érotiques. Le Merle Rose, qui est destiné, lui, aux lesbiennes. Et il a lancé en 23, Paris Soir, qui finalement va devenir le fameux François.
Alors, Merle organise tous les dimanches, dans sa propriété d'Avrainville, à 50 km de Paris, des dîners auxquels il invite fréquemment Simenon, mais la majorité de ses invités sont des hommes politiques. Et ça va ouvrir les yeux du jeune Simenon débarqué à Paris. Voici ce qu'il nous dit, Simenon. Chez lui, donc chez Merle, on rencontrait, dans une atmosphère de familiarité qui m'étonnait, des ministres, des banquiers, des hommes d'affaires plus ou moins véreux. Ces gens discutaient de leurs affaires, qui étaient surtout de grosses affaires, et qui presque toutes frisaient l'illégalité. Et je ne parle pas des petites combinaisons qui s'échafaudaient dans les coins à l'heure du café. Je n'emploierai pas le mot cynisme. Il est beaucoup trop faible. Infiniment trop faible. C'était l'envers du décor. On y découvrait que ce qu'on avait lu la veille dans les journaux était faux et ne tendait qu'à tel ou tel résultat. On apprenait que le propriétaire d'un grand quotidien faisait et défaisait les ministres à son gré. Et tant pis si le reste de la France n'était fait que d'imbéciles. Fin de citation. Voilà, il découvre surtout Simenon. Simenon découvre surtout, avec Merle, Eugène, de son prénom, que chaque mois, Merle se rend au ministère de l'Intérieur et reçoit son enveloppe, c'est-à-dire sa part des fonds secrets. Et Merle désigne à Simenon tous les autres porteurs d'enveloppes, c'est-à-dire les rédacteurs en chef, les rédacteurs influents des journaux, que le gouvernement a intérêt à ménager. Il apprend aussi, le jeune Simenon, qu'il y a des enveloppes qui viennent de l'Élysée, qu'il y a les enveloppes de Matignon, qu'il a les enveloppes du ministère des Affaires étrangères. De plus, Merle lui signale qu'il y a un autre bénéficiaire d'enveloppe. Celui-là, c'est le représentant des grandes banques. Et ce représentant des grandes banques reçoit bien entendu des fonds de plusieurs banques, nombreuses, et sa profession consiste justement à glisser des enveloppes à ceux qui menacent de révéler certaines corruptions. Ainsi d'ailleurs, ça étonne Simenon, on glisse aussi des enveloppes aux chroniqueurs de la bourse afin qu'ils influencent plus ou moins les lecteurs qui ont des placements à faire. N'y aurait-il rien de neuf sous le soleil de la République ? C'est d'ailleurs à cause et grâce à Merle que Simenon, un jour qu'il est retourné à Liège, dira à sa mère « Il n'y a que deux sortes de gens dans le monde. Il y a les fesseurs et les fessés. Et je veux être du côté des fesseurs. » Alors très vite, cette réflexion lui fait un peu honte et amertume. Heureusement, dira-t-il, je me suis vite repris. Cela m'a éloigné d'une certaine classe sociale, d'un certain monde où je me sens aussi mal à l'aise que Maigret. Vous voyez que Simenon est déjà Simenon. Alors, les dimanches d'Avrainville va, si vous voulez, placer en Simenon une sorte de graine de méfiance à l'égard de la corruption du monde politique, qu'il analysera, et nous allons le faire maintenant, rapidement bien sûr, dans deux romans, un Maigret et un non Maigret, Le Président, et puis Maigret chez le ministre. Alors, ce qui est évident, pour en venir directement au Président, dont le juge Gallo a eu l'intelligence de placer une projection au cours de ce festival,
Pour en venir au président, on peut dire déjà que l'expérience de ces gens qui sont à la table d'Eugène Merle va faire germer une des scènes les plus extraordinaires du président, qui se trouve au 3e chapitre, que les gens qu'il va rencontrer, les hommes politiques que Simenon va rencontrer chez Merle, eh bien, vont lui permettre de jeter un coup de projecteur sur le cynisme des hommes politiques, sur les malversations, les concussions, etc., mais aussi l'égoïsme et l'indifférence des conséquences parfois de leurs actes. Alors, le président, tout le monde connaît la version réalisée pour le cinéma par Henri Verneuil avec Le Grand Gabin. Et il y a justement une filiation directe avec les dîners d'Affrainville, de Merle, avec cette scène du 3e chapitre. Alors, je résume rapidement, pour ceux qui auraient oublié leur lecture simenonienne, le pitch, si vous voulez, du président. La France connaît une grave crise financière. À la Chambre, le gouvernement a obtenu les pleins pouvoirs. La bourse est quelque peu nerveuse, déjà. Et les grandes places financières le sont aussi. Et le président du Conseil, donc l'équivalent de votre Premier ministre, me semble-t-il, le président du Conseil réunit dans un lieu secret, un dimanche, dans un château loin de Paris, son ministre des Finances, le directeur de la Banque de France et son propre secrétaire du nom de Louis Chalamont. Et dans une ambiance extrêmement discrète, quand on a éloigné même les serviteurs, au fond du jardin, ces 3 personnes décident du taux de dévaluation du franc. Et puis, ça c'est une extraordinaire invention romanesque de Simenon, à peine le taux de dévaluation décidé, ils se mettent à jouer aux quilles entre eux. Et Simenon, en quelques lignes, raconte cette histoire-là, les journaux ne l'avaient jamais racontée. Pendant plus d'1 heure, les 4 hommes qui venaient de décider du sort du franc et de la fortune de millions de gens avaient joué aux quilles. D'abord avec condescendance, puis avec un acharnement croissant. Fin de citation. Alors, ce grand roman, moi je considère Le Président comme un très grand roman de Simenon, ce grand roman sur le pouvoir, mais aussi sur la vanité du pouvoir, nous ramène quand même à la corruption, puisqu'il est fondé sur une histoire de délit d'initié. En effet, le fameux Chalamont, le secrétaire du président du Conseil, est bien sûr au courant du taux de dévaluation et du moment où la dévaluation va être annoncée à la France via la presse, c'est-à-dire à l'issue du week-end, c'est-à-dire le lundi matin. Mais Chalamont, dont le beau-père est banquier, va évidemment, durant le week-end, avant le lundi matin fatidique, annoncer ça à son beau-père, qui, évidemment, aura ainsi le privilège d'en tirer un profit considérable, un beau délit d'initié. Et suite à ça, Chalamont est contraint par le président, qui a tout compris, de rédiger une lettre, une confession, en disant « je sous-signé Louis Chalamont, certifie avoir dit, etc. » Bon, avouer son délit d'initié. Or, au moment où commence le roman, Chalamont est pressenti pour former un nouveau gouvernement. Et ce président du Conseil de 82 ans est prêt évidemment à sortir la lettre de confession de son ex-secrétaire. Hélas, ce brave homme de 82 ans qui a quand même connu tous les rouages de la politique, eh bien, n'imagine pas à quel point le monde politique est retors, puisque tous les documents un peu compromettants qu'il avait dans sa bibliothèque, bien cachés, eh bien, qu'il croyait être le seul à détenir, eh bien, il découvre que tous ces documents compromettants ont été photocopiés
et livré par ses proches, je vous le donne en mille, aux renseignements généraux, qui, à partir de là, possèdent un moyen extraordinaire de pression sur les hommes politiques compromis et corrompus. Voilà, je vous ai dit que c'est une fable sur la vanité et sur le pouvoir, c'en est la preuve, évidemment. Donc, un roman de Simenon, même sur le monde politique, n'est jamais simple. C'est le cas aussi pour le deuxième roman, qui est un Maigret, mais il n'y a pas de petit Maigret, il y a des grands Maigrets, c'est Maigret chez le ministre. On est toujours dans les années 50, la bonne production de Simenon, on est en 54, et cette fois-ci, Simenon va explorer aussi les arcanes du pouvoir. Alors ici, eh oui, ici, pas de charge dénonciatrice à l'égard du ministre. Au contraire, Auguste Point, qui est ministre des Travaux publics, apparaît dans ce roman comme fondamentalement honnête, incorruptible. Justement, c'est ça la thèse de Simenon. Le roman montre justement que parce qu'il est honnête, parce qu'il est droit, incorruptible, il n'est pas et ne peut être un vrai homme politique. La base de cette histoire, c'est une histoire de sanatorium qu'on doit construire dans les Alpes, et on demande à un expert de rédiger un rapport technique, ce fameux Calame. Et Calame rédige un rapport technique en disant « c'est impossible, si vous construisez ce sanatorium, ça va être une catastrophe ». Mais, en sous-main, cet ingénieur des ponts et chaussées, évidemment, se fait doubler d'abord par les hommes politiques qui ont intérêt à faire construire ce sanatorium. Donc on fait plus ou moins, on éteint plus ou moins le rapport technique. Même un Bouygues de l'époque, un entrepreneur, sûrement un monsieur Bouygues des années 50, eh bien, achète certains hommes politiques pour oublier le rapport Calame. Bref, on construit le sanatorium et il s'effondre quelques mois après, causant la mort de 128 enfants. Et ce rapport disparaît évidemment des archives de la commission parlementaire et en plus du bureau du ministre. Alors qui l'a pris, c'est un député qui le récupère et qui va se permettre de se servir de ça pour faire chanter les parlementaires compromis dans l'affaire. Voilà le thème de Maigret chez le ministre, qui est terriblement intéressant et aussi représentatif de ce qui se passait pendant la guerre, après la guerre 40-45, pardon. Le fameux Auguste Point, le ministre des Travaux publics, est un avocat vendéen de La Roche-sur-Yon, et oui, ancien résistant et, disons, membre de la vraie résistance. Et son honnêteté et sa détermination qu'il avait lors de son passage dans la résistance se retrouvent dans le monde politique, évidemment, totalement incompatible avec la corruption. Alors, Point n'est pas retors, Auguste Point n'est pas corrompu, évidemment, et il est démuni, évidemment, face à ces hommes d'argent, à ces hommes de pouvoir qui le roulent finalement. Il ne comprend pas parce que, justement, sa formation personnelle est incapable de comprendre. Alors, il est aussi démuni face aux propriétaires de journaux qui sont entretenus par les politiciens corrompus du roman. Et Simenon nous montre ces propriétaires de journaux utilisant des informateurs véreux, sans concession. Et sa conclusion à Simenon, c'est très clair. Le pouvoir ne mérite pas l'ombre d'un respect. Ça, c'est la pensée de Simenon. Il constitue, dit Simenon, une menace redoutable par sa collusion avec l'argent. Alors Simenon va plus loin dans ce roman, parce que c'est vraiment une lapalissade de voir que le pouvoir et l'argent sont du même côté. Simenon fait un concentré de cette idée en disant « Non, le pouvoir et l'argent sont une seule et même chose ».
Alors, je vous propose, pour suivre et pour terminer, après ce regard intense sur le monde politique qui crée déjà, grâce au regard de Simenon, certaines pistes peut-être pour les communications suivantes et pour les débats, je vous propose, après la corruption politique vue dans le président et dans Maigret chez le ministre, de voir que, comme je vous le disais, ce n'est pas une récurrence chez Simenon, mais la corruption est présente partout. 2 romans, moi, m'intéressent pour la corruption. C'est d'abord Les Frères Rico, très inattendu. C'est un bouquin de juillet 52 et qui parle de la corruption de la mafia américaine dans les années 50 en Floride. Et puis, je terminerai par la corruption, en revenant un peu en arrière, la corruption dans le monde colonial des années 30 avec le fabuleux et exotique roman Le Coup de lune. Alors, Les Frères Rico, ça c'est un roman qui est très peu connu. Très peu connu. On se trouve devant le seul roman sous patronyme, je dis bien, que Simenon a consacré à la mafia américaine. Alors on n'est plus dans les années 50, bien entendu, on n'est plus à l'époque des grands barons de la mafia qui... disons, s'était imposé lors de la prohibition, tout ça s'est dépassé, qui se partageait une ville ou une région et qui organisait, vous le savez, des hécatombes, pour ne pas dire autre chose. Non, pas du tout. On est dans les années 50 et c'est très clean. On est en Floride et le protagoniste du roman, Eddie Rico, est un homme respectable, un père de famille respecté, qui va à la messe tous les dimanches, mais qui n'est quand même qu'un des membres les plus éminents de la mafia en Floride, qui dirige tous les trafics illicites des bars, des jeux et des paris sur la côte du golfe du Mexique. Alors, Simenon va introduire, et c'est ça qui est intéressant, va introduire ce thème de la corruption mafieuse dans Les Frères Rico, dont on a fait un film d'ailleurs, américain. Et il va l'introduire à un moment judicieux. Et c'est ça qui est parfois intéressant, c'est le regard contemporain de Simenon. En effet, le roman, je vous ai dit, sort en 52. Or, on apprend, quand on lit la presse américaine de l'époque, qu'en 1950, en mai 50, un sénateur un sénateur démocrate important du Tennessee, qui s'appelait Kefauver, avec un K, Kefauver, va réunir une commission pour, si vous voulez, entrer le plus bas possible dans le système de corruption de la mafia. Alors cette commission sénatoriale va, disons, travailler, elle va visiter 40 villes. Dans 40 villes, elle va organiser des enquêtes, des interrogatoires. Même Sam Giancana va paraître lors des interrogatoires. Elle va interroger 600 témoins, pour essayer d'infiltrer ce qu'on appelle l'unione, l'organisation mafieuse, et qui à l'époque en Amérique ne s'appelle pas comme ça, on disait the mob, la bande, voilà, la bande. Et au moment où la commission a fini ses travaux, c'est-à-dire quelques mois avant la rédaction des Frères Rico, elle annonce une chose qui va absolument sidérer l'Amérique. Bon, Simenon savait que, tout comme les Américains, que la mainmise de l'organisation était établie sur la drogue, la prostitution, les syndicats, les paris, les jeux, etc. Mais c'est pas ça l'intérêt, justement, de la commission Kefauver, c'est que la commission va révéler à l'Amérique que, en fait, maintenant la mafia avait, si vous voulez, gangréné tous des pans entiers de l'économie américaine, et en détournait totalement les bénéfices. Et ça, c'était quelque chose dont les Américains ne se doutaient absolument pas. Et on voit ça dans les journaux, j'ai vu ça dans les journaux, bon, toute la presse en parle, bien entendu. La télévision va retransmettre des interrogatoires, et Simenon, j'en suis sûr, va suivre ça, et ça va lui donner justement l'information nécessaire pour parler de cette corruption de la mafia, mais une corruption clean.
C'est-à-dire que justement, dans les actes de la commission, j'ai retrouvé des termes en disant, voilà, habituellement, le truc de la mafia, c'est de s'introduire dans le commerce des fruits et légumes en Floride. Eh bien, c'est exactement le héros de Simenon est justement un responsable du commerce des fruits et légumes. Donc Simenon est au fait de l'actualité américaine. Il l'a été aussi, et j'en terminerai par cela, de la corruption dans le monde colonial. Alors, ça remonte à l'année 1932. Simenon a décidé de parcourir le continent africain, non pas d'ouest en est comme on faisait habituellement, mais d'est en ouest. Et à la fin de son périple, qui va passer par le Congo belge, où il va voir son frère Christian, il va faire un arrêt d'une semaine à Libreville, au Gabon. Alors il descend dans un hôtel, le seul hôtel européen, qui s'appelle le Central Hotel à Libreville, et c'est à partir de là que va naître, si vous voulez, l'idée de rédiger ce fameux coup de lune, que je vous conseille de lire ou de relire, surtout dans l'optique de la corruption. Alors, Simenon est imbibé pendant une semaine dans ce monde colonial. Il est reçu à droite à gauche dans le petit cercle colonial en 1932. Et son atmosphère, si vous voulez, poisseuse, glauque de ce clan, va l'intéresser évidemment plus au point. Ces atmosphères un peu glauques, poisseuses, ça l'intéresse beaucoup. Et on a affaire évidemment là à un monde corrompu qui n'est pas évidemment à l'échelle américaine du continent comme dans les frères Rico, mais qui, vous allez vous en rendre compte, n'est pas moins triste non plus. Et il va choisir pour son roman, une héroïne. Alors, il prend exemple sur la patronne, dont je vous parlerai à la fin, la patronne de l'hôtel où il est descendu. Et il en fait une dame, qui s'appelle Adèle Renaud dans le roman. De cette dame, il va faire vraiment le symbole de la corruption coloniale à l'époque. Alors, d'abord, première remarque, on est vraiment à l'encontre de tous les hommages officiels qui fleurissaient à l'époque au cours des années 30, qui glorifiaient évidemment la grandeur et la réussite de la colonisation, puisque Simenon va aller à rebours complètement de ce regard. L'histoire, c'est l'histoire d'un jeune Rochelais, Timard, qui débarque à Libreville, plein d'enthousiastes, et justement, il va s'installer dans l'hôtel, qui est l'hôtel de Simenon, donc le Central Hotel. Seul hôtel européen de la ville. Et là, dès le premier jour, la propriétaire de l'hôtel, s'offre à lui. Et malheureusement, le couple est vu par un boy, et la patronne de l'hôtel prend un pistolet et descend le noir, sans autre forme de procès. Voilà. Et pour l'empêcher de parler, évidemment. Et Adèle, en plus, donc Adèle Renaud, va faire miroiter à Timard la possibilité d'avoir des plantations d'Oukoumé dans la forêt, et va pousser Timard à faire jouer son oncle, qui est un homme politique, pour avoir la concession. Donc, deuxième corruption. Mais il lui faut une troisième corruption, échapper au tribunal, puisque on sait, évidemment, toute la colonie sait que c'est elle qui a descendu le boy noir, et Adèle Renaud, tout simplement, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va payer des témoins à charge contre un noir. Alors il faut choisir lequel. Alors elle va trouver un chef de village, elle va donner de l'argent en disant, écoute, tu me trouves un noir qui pourrait être le coupable. Alors elle revient, elle donne encore de l'argent au chef du village et le pistolet du crime, en disant, voilà, tu mets ça dans la case du noir, et puis voilà encore de l'argent pour le faire, et puis évidemment le noir, le coupable est tout trouvé. Bon, c'est très simple aussi pour elle, parce que, comme elle a couché avec toute la colonie française, à peu près, y compris avec le procureur et le gouverneur, elle va trouver évidemment des témoins facilement et une aide au sein du tribunal. Alors il va y avoir une sorte de parodie, je vais vite, mon ami Pierre. Il faut vraiment aller
Oui, mais je termine. C'est ma dernière page, là, oui. Alors, mais le souffle me manque. Donc, elle va acheter tous ces gens-là. Hein, et alors, il y a une phrase extraordinaire, c'est que le brave Timard, à un moment donné, demande « Mais où est Adèle ?» Et il y a un colon qui lui répond « Oh, peut-être en train de faire l'amour pour sauver sa tête. » Alors, ce clan a des codes, et ce clan colonial se protège, et évidemment, la brave Adèle est absolument blanchie de tout, sans jeu de mots. Alors, je termine, Pierre, je le jure, d'ailleurs la preuve, c'est ma dernière feuille, hein, la parole de scout que je n'ai jamais été. L'histoire se termine d'une manière un peu de corruption, mais cette fois-ci nous passons dans la justice, parce que la vraie propriétaire chez qui Simenon avait logé, va découvrir le roman Le Coup de Lune en lisant les prépublications dans Candide en janvier 1933. Et là, elle va être sidérée, elle s'insurge, elle se voit à l'identique dans le roman. Alors, j'ai retrouvé dans la presse africaine de l'époque, tunisienne, gabonaise, etc., 500 protestataires français qui disent « Mais c'est dégueulasse de présenter le monde colonial comme ça. » Bref, Madame Mercier, puisqu'elle s'appelle en réalité Madame Mercier, le double du personnage de Simenon, va assigner Simenon devant la 12e chambre correctionnelle de Paris en mai 1934. Et je termine par un extrait de ce qu'elle va venir à Paris, de Libreville, et voici ce qu'elle dit, entre autres, à la barre. « Oui, je suis l'héroïne du roman de Simenon. Oui, je vis toujours nue sous ma robe. Oui, je suis une ancienne péripatéticienne de la Porte des Ternes. Oui, j'ai tué un nègre. Oui, je suis devenue la maîtresse de toutes les personnalités de l'endroit. Oui, mais Simenon n'avait pas le droit de l'écrire, et vous avouerez que cela vaut bien 200 000 francs. Alors, vous comprendrez bien que dans mon dernier ouvrage consacré à Simenon et les femmes, un des thèmes essentiels de mon discours a été de dire que les vrais corrupteurs se trouvent dans les personnages féminins de Simenon. Bon festival. Alors, je tiens à ce qu'il soit noté que je me dissocie totalement de ces propos sexistes. On me demande si elle a gagné son procès. Elle a été déboutée, bien sûr. Tout de même. Merci Michel Carli de cette évocation de la corruption dans l'œuvre de Simenon.